Sylvie Berman, au fond, je ne veux pas reprendre tout ce que Kishore a dit, mais comment voyez-vous les scénarios qui s'offrent à la Chine? Comment voyez-vous la stratégie aujourd'hui de la Chine? Et quelles réactions devons-nous avoir, de votre point de vue, face à cette stratégie, cette évolution de la Chine? Merci d'être avec nous à nouveau. Merci, Monsieur le Premier ministre. Après la brillante intervention de l'ancien Premier ministre et sa définition des vertiges du monde, plus la citation de Tolstoï à laquelle je suis très sensible, et puis Kishore Mahbubani, qui est quand même un des grands penseurs de la géopolitique de nos jours, c'est difficile d'intervenir. Je crois que le piège de Thucydide est aujourd'hui une évidence. Il y a du côté des États-Unis une peur, même une paranoïa. Si vous avez vu il y a quelques semaines la couverture de The Economist, c'était Joe Biden avec des lunettes de soleil qui en fait était le drapeau chinois. Et donc il y a une véritable obsession aux États-Unis et le refus que la Chine devienne la première puissance mondiale. Du côté chinois, ce qui paraît évident, c'est qu'il y a une hubris évidente, ce qui n'était pas le cas avant. Vous vous souvenez que Deng Xiaoping disait qu'il fallait cacher ses lumières et attendre son heure. Le Xi Jinping est sorti du bois très vite. Et aujourd'hui, vous avez cette politique des loups guerriers qui est très défensive, mais qui en même temps a suscité l'hostilité du monde. Alors, il y avait l'hostilité des États-Unis, mais on le retrouve dans les opinions publiques également aujourd'hui en Europe, et la Chine fait peur. La guerre froide, moi je crois que c'est une vraie guerre froide. C'est pas parce qu'elle est différente de celle qui a eu lieu avec l'Union soviétique que c'est pas une guerre froide. J'étais d'ailleurs en Union soviétique en poste vers la fin de l'Union soviétique précisément. C'est une guerre froide d'une autre nature parce qu'elle était essentiellement militaire, nucléaire et idéologique, mais aujourd'hui on a une guerre froide qui est multidimensionnelle. Du côté américain, ça a commencé, comme l'a dit Kishore Mahbubani, par cette guerre des tarifs qui a été un échec d'ailleurs, puisque au bout du compte, les exportations chinoises vers les États-Unis ont été plus élevées qu'elles ne l'étaient au départ. Mais il y a une guerre qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus essentielle, qui est la guerre technologique. Et là, il y a un véritable blocus de la part des États-Unis contre la Chine, alors sur les semi-conducteurs, sur Huawei, qui interdit, toutes les entreprises ont interdiction de commercer avec Huawei, mais pas seulement d'ailleurs les entreprises américaines, les entreprises européennes également, les Britanniques ont dû faire volte-face, et dans le monde entier, les États-Unis poursuivent les entreprises technologiques chinoises. Alors, il y a une guerre également, alors, militaire d'une certaine manière, et Pascal Boniface en parlera avec Taïwan. Moi, je pense que les Américains mettent beaucoup d'huile sur le feu, ce qui est assez dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une politique plus assertive, voire agressive de la Chine dans la région. Et puis, il y a, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, parce qu'on le comprenait quand c'était la démocratie contre le communisme, on a aujourd'hui une guerre idéologique qui est celle de la démocratie, et d'ailleurs Joe Biden prétend avoir une alliance des démocraties. Je ne sais pas comment il les définira, good luck, parce qu'il n'y a pas tant de démocratie parfaite dans ce monde. Et d'autre part, comme l'a dit, je crois aussi Kishore Mahbubani, je ne sais plus s'il l'a dit aujourd'hui, mais il l'a dit dans son livre, de toute façon, enfin il l'a dit, la Chine ne va pas devenir une démocratie. La Chine a des traditions, et de toute façon, je pense, c'est un pays qui pourra s'ouvrir davantage qu'il a été. Il y a un vrai durcissement du régime, mais ça ne sera effectivement jamais une démocratie. Alors que pense la Chine? Elle, c'est qu'on peut effectivement avoir une coexistence pacifique entre des régimes différents.
contrairement aux États-Unis qui sont obsédés avec l'idée de changer le régime, on a vu comment tout ça s'est terminé, se termine en ce moment piteusement en Afghanistan. Les Chinois ne prétendent pas changer le reste du monde. Ils peuvent parfaitement coexister avec divers systèmes. Quand Kishore Mahbubani parle aussi de l'humiliation des Chinois, du siècle de l'humiliation, je pense que c'est très important pour eux. Et la raison pour laquelle ils ont réagi si violemment aux sanctions européennes, c'est parce qu'ils considèrent qu'étant aujourd'hui la première puissance économique en termes de parité de pouvoir d'achat et plus tard sans doute la première puissance économique d'ici la fin de la décennie, il n'est pas acceptable que d'autres pays interviennent dans leurs affaires. Je crois aussi que les Chinois sont tout à fait prêts à une coopération. Ils sont prêts à une coopération avec les États-Unis, même s'ils ne sont pas demandeurs. Et si on se souvient du discours de Xi Jinping à Davos en 2014 ou 2015, au moment de l'élection de Joe Biden, il a réaffirmé sa volonté d'une politique d'ouverture et il a insisté sur les mérites du libre-échange. Alors aussi, on a tendance à considérer que la Chine est isolée parce qu'on voit d'un côté des démocraties et puis de l'autre côté l'autocratie chinoise. Mais qu'a fait la Chine? Elle s'est rapprochée très fortement de la Russie, par exemple, au titre du principe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Et comme Trump s'en était pris également à la Russie, il y a aujourd'hui une coopération militaire, une coopération spatiale, une coopération aéronautique qui, jusque-là, n'avait pas lieu parce qu'il y avait peut-être une certaine méfiance. La Chine est également beaucoup plus populaire que ne le sont les États-Unis, en Afrique, dans le Moyen-Orient, même parfois dans les Balkans parce qu'il y a une politique du vaccin, même si on peut s'interroger sur l'efficacité du vaccin chinois par rapport à d'autres. En tout cas, ils ont une politique, entre guillemets, de générosité qui n'a pas été le cas qui n'est pas, évidemment, il y a des sous-entendus et ce n'est pas simplement gratuit, mais ils ont été également présents dans les Balkans, y compris dans des pays de l'Union européenne. Donc il ne faut pas se mettre dans la tête que la Chine est un pays complètement isolé. Elle continuera, et aussi, sa logique des routes de la soie. Et encore une fois, elle est prête au dialogue, mais elle est prête aussi à résister à toute attaque. Elle se sent un peu comme une forteresse assiégée. Un mot de l'Union européenne. Jusque-là, l'Union européenne était perçue par la Chine comme plus ou moins indépendante des États-Unis. Ça a toujours été une alliance de revers par rapport à ses ennemis, d'abord les États-Unis, ensuite l'Union soviétique, et il y avait une certaine sympathie vis-à-vis de l'Europe. Et tout à l'heure, David Bavrez en a parlé, il y a une absurdité avec cet accord sur les investissements qui a été signé à la fin de l'année dernière. En réalité, c'est un accord qui a été signé à la demande des Européens, à la demande de la Commission européenne, et qui était d'obtenir de la part des Chinois un certain nombre de concessions et d'ouverture du marché. Donc le résultat, c'était l'ouverture du marché dans certains secteurs comme la santé, les automobiles, les télécommunications. C'était aussi la fin des exigences en matière de transfert de technologie et également d'obligation de co-entreprise, de joint venture. Alors, comme les États-Unis ont demandé qu'on ne signe pas ces accords, qu'on attende que Biden prenne ses fonctions, on a finalement pris prétexte, un peu à la demande des États-Unis, de la situation au Xinjiang, qui est effectivement préoccupante et il faut l'évoquer, pour adopter des sanctions, ce qui n'avait jamais été fait depuis 1989. Comment la Chine a-t-elle réagi? Évidemment,
par la surenchère, c'est-à-dire en sanctionnant toutes les personnalités, y compris au Parlement européen, le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, qui, en plus, étaient responsables de la ratification de cet accord. Mais on a considéré, donc on a gelé cet accord, considérant qu'on punissait les Chinois. Or, ce n'était pas un cadeau fait aux Chinois, cet accord, c'était des concessions que les Chinois acceptaient de faire. Elles ne sont peut-être pas parfaites, elles peuvent être améliorées, mais en tout cas, c'était dans l'intérêt de l'Europe et à la demande de l'Europe. Et donc, on se trouve dans cette situation d'autant plus absurde que les Américains, dans l'accord de phase 1, avaient précisément obtenu ces conditions-là. Donc, ils sont bien venus de nous demander de ne pas le signer, alors qu'eux-mêmes ont obtenu cet accord. Donc, je pense qu'il est fondamental, effectivement, que l'Union européenne soit indépendante. On a parlé beaucoup, quand on a défini une nouvelle position, une nouvelle stratégie de concurrents, partenaires et rival systémique, même si je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais on a dit que c'était la fin de la naïveté de l'Union européenne, disait la Chine. Peut-être, et c'est sans doute souhaitable, il y a d'autres règlements, mais il faudrait peut-être aussi que ce soit la fin de la naïveté vis-à-vis des États-Unis, dans la mesure où il y a des sanctions qui nous sont imposées, qui risquent de nous être imposées d'ailleurs dans nos relations avec la Chine, comme elles l'ont été avec la Russie et avec l'Iran, et que d'autre part, on a pu constater que la position des Européens était assez indifférente aux États-Unis, en tout cas quand ils ont décidé de retirer leurs troupes ou de Syrie ou d'Afghanistan, ils ne demandent jamais l'avis des Européens. Donc la seule solution, c'est une indépendance européenne, de traiter avec la Chine et avec les États-Unis en fonction de nos intérêts propres et encore une fois, d'avoir cette Europe puissance. Et je pense que les Européens peuvent évoluer quand même, mais sous l'effet des preuves. Le Premier ministre parlait de somnambulisme tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'on regarde, non pas en fonction de nos préjugés ou de lunettes américaines ou de lunettes chinoises d'ailleurs, mais qu'on ait une vision profondément européenne. Et il va y avoir la présidence française et c'est important qu'on se définisse par rapport à ces deux superpuissances et à ces deux États continents. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Bermann. En schématisant un peu, c'est un retour un peu à une vision gaulliste. Pascal Boniface dira gaulo-mitterrandienne, mais qui est au fond on parle à tout le monde, quoi. Et donc on se met en situation, si ce n'est d'arbitre, au moins d'équilibre. Comment vous réagissez, cher Pascal, au piège de Bismarck présenté par le Premier ministre tout à l'heure sur le fait que dans un conflit à trois, il faut être l'un des deux. Comment construire notre stratégie? Mais d'une manière générale, vous pouvez réagir à tout ce que vous avez entendu naturellement jusqu'à maintenant. Je vous dis ça parce que je sais que je ne l'empêcherai pas. Donc. Beaucoup de choses très intéressantes ont été dites. Et effectivement, puisqu'il y a trois puissances majeures, Europe, Chine, États-Unis, mais il y a une question, est-ce que l'Europe est une puissance majeure? C'est que personne ne doute que les États-Unis en soient une, personne ne doute que la Chine en est une, mais il y a encore un doute sur le fait que l'Europe en soit une, parce que nous sommes divisés, parce que nous n'avons pas d'accord sur ce que nous devons faire, ni par rapport aux États-Unis, ni par rapport à la Russie, ni par rapport à la Chine, que l'histoire nous divise encore. Et même si on a pu dire qu'après 89, l'Europe était rentrée dans son histoire et sa géographie, cette histoire laisse encore des traces durables qui nous fait des réactions tout à fait différentes par rapport à cela. Et donc, notre intérêt, c'est effectivement de définir nos propres intérêts et de ne pas suivre aveuglément les intérêts des uns et des autres. Et puisque vous avez les uns et les autres fait appel un peu à l'intelligence des situations, il faut effectivement éviter les raccourcis faciles. Oui, bien sûr, la Chine n'est pas une démocratie. C'est un truisme de le dire. Mais à partir de là, il n'est pas obligatoire de suivre tout ce que font les Américains au motif qu'ils sont une démocratie et que nous le sommes également. Parce que finalement, la présentation de dire attention, la Chine est un pays autoritaire, il faut s'en méfier, etc. Lorsque Nixon et Kissinger font le grand renversement d'alliance par rapport à Pékin, la Chine est loin d'être une démocratie.
Et je dirais, pour paraphraser une phrase célèbre, lorsque le stratège montre les droits de l'homme, l'imbécile voit le doigt. Et donc, il ne faudrait pas qu'au nom de la défense des droits de l'homme, on méprenne un peu nos intérêts et qu'on suive aveuglément une politique qui n'est pas la nôtre. Et donc, nous devons défendre nos intérêts, nous devons agir en fonction de nos intérêts, qui parfois correspondent à ceux des Américains, mais pas toujours. Et Sylvie y a fait allusion, ce n'est pas la Chine qui a condamné la BNP à 9 milliards d'amendes, ce n'est pas la Chine qui a conduit au démantèlement d'Alstom pour prendre une partie de ses actifs et les plus importants. Et donc, nous devons défendre nos intérêts. Pour reprendre une formule qui est chère à Hubert Védrine, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréel politique. Et donc, nous devons effectivement avoir cela. Et il y a eu effectivement l'illusion que la Chine allait devenir une démocratie, Quichoret y a fait allusion. Bizarrement, les Chinois sont restés chinois. Ils ne sont pas devenus occidentaux. De même qu'on a eu l'illusion que les Russes allaient devenir européens après les années 2000. Ils sont restés russes. Et en fait, pendant 5 décennies, nous avons eu la guerre froide. Et ça marque encore les consciences. Mais ce qui a duré plus longtemps, c'est la domination occidentale du monde qui a duré 5 siècles. Et si nous continuons à penser le monde comme un monde dominé par les Occidentaux, dans lequel les Occidentaux peuvent fixer l'agenda, nous allons aller de désillusion en désillusion. Une fois encore, je préfère vivre en France qu'en Chine. Mais je pense que les Chinois préfèrent vivre en Chine aujourd'hui que dans la Chine d'il y a 40 ans. À une époque, d'ailleurs, où il y a beaucoup plus de Français qui soutenaient la Chine et son régime que maintenant, ce qui est pour le moins paradoxal. Et effectivement, Quichoret l'a dit, si vous êtes Chinois aujourd'hui, vous adhérez au régime, non pas parce que vous avez lu les textes de Marx et Engels ou la théorie de la contradiction de Mao, mais parce que le système marche. Et que si vous êtes un jeune Chinois de 30 ans, vous vivez dans un pays où vous pouvez circuler, consommer. Comment définir? On a beaucoup parlé de système totalitaire pour la Chine, mais c'est une aberration. Totalitaire, c'est les talibans. C'est-à-dire que les talibans choisissent la musique que vous pouvez écouter, plutôt ne pas écouter, la façon dont vous devez vous habiller, mais si vous allez en Chine, vous pouvez écouter la musique que vous voulez, vous habiller comme vous voulez. Oui, ce n'est pas une démocratie. Mais ce qui est frappant, c'est toutes les fausses idées reçues qui circulent sur la Chine, qui nous conduisent à avoir une mauvaise appréciation et qui fait qu'au nom du fait que la Chine n'a pas un système occidental, nous ne pourrions pas coopérer avec elle. Et ce n'est pas en faisant des incantations sur les droits de l'homme que nous allons changer le système chinois. Les Chinois s'en occuperont eux-mêmes. De même que ce n'est pas en faisant ce que nous avons fait en Afghanistan que nous avons changé la société afghane. Les Afghans s'en chargeront eux-mêmes au fur et à mesure des années. Donc bien sûr, il y a des choses qui nous déplaisent en Chine. Mais finalement, la réalité, c'est qu'il y a 105 ans avant 2020, il y avait 150 millions de Chinois qui partaient chaque année à l'étranger. Aucun ne demandait l'asile politique. Ils revenaient chez eux. Donc c'est que le système n'est pas aussi détestable que certains le disent. Bien sûr, ce n'est pas le nôtre. Bien sûr, il ne faut pas avoir de naïveté par rapport à cela. Mais la naïveté, c'est aussi de ne vous refuser tout contact parce qu'elle est différente. Et on n'a pas le même appréhension que les Américains. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions internationales, dans les années 80, le PIB français était 4 fois supérieur au PIB chinois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça ne procure pas chez moi un vertige, et ni, je crois, chez aucun Français. C'est une préoccupation, un souci, un sujet d'étonnement, peut-être d'admiration, en tous les cas de réflexion. Ça ne suscite pas une angoisse existentielle. Pourquoi ça suscite une angoisse existentielle aux États-Unis? Parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale depuis 1945. Ce qui veut dire que si on pense que l'on commence à s'intéresser à l'actualité lorsqu'on a 15 ans, tous les Américains qui ont moins de 90 ans ont toujours vécu dans la première puissance mondiale. Et que le fait d'être dépassé par la Chine suscite effectivement une angoisse existentielle. Et effectivement, ce n'est pas une affaire de démocrates et républicains, ce n'est pas une affaire de Biden, Obama ou Trump, c'est un consensus bipartisan et national, l'angoisse d'être doublé par un pays qui est d'une part un pays communiste et qui n'est pas occidental. Alors est-ce que la Chine est un pays communiste? Oui, officiellement. Mais en fait, les deux mamelles de la légitimité du Parti communiste chinois, une fois encore, ce n'est pas l'étude des grands textes de Mao, c'est le capitalisme et le nationalisme. Parce que le système économique marche et que les Chinois peuvent être fiers d'être Chinois, contrairement à la situation d'il y a 2 siècles. Lorsque la Chine adhère à l'OMC en 2001, le PIB chinois fait 10% du PIB américain. En 2019, c'était 65%. En 2020, 70%. C'est ça qui crée l'angoisse américaine.
parce qu'effectivement, ils vont se faire détrôner. Mais Graham Allison le dit bien dans son livre. Il recense 16 cas où le numéro 2 rattrape le numéro 1. Dans 12 cas, ça a été la guerre. C'est un peu effrayant, dont notamment la Première Guerre mondiale, le surnom d'Ulysse, les alliances bloquées aussi, Monsieur le Premier ministre, et puis le fait que l'Angleterre voit avec effroi l'Allemagne la rattraper, y compris dans le domaine naval, où il s'était interdit pour elle auparavant d'être dépassée. Quels sont les 4 cas où il n'y a pas eu d'affrontement? Lorsque l'Espagne double le Portugal au début du XVIe siècle, c'est la même famille. Lorsque les États-Unis doublent l'Angleterre au début du XXe, fin du XIXe, c'est la même famille. Lorsque, au niveau intra-européen, l'Allemagne double la France et le Royaume-Uni, c'est la même famille. Mais il y a un autre cas qu'on oublie. C'est lorsque l'URSS rattrape les États-Unis à la fin des années 60, au début des années 70, et où Nixon et Kissinger concluent de l'affaiblissement relatif des États-Unis qu'il faut une politique de détente à l'égard de l'Union soviétique et non pas une politique de confrontation. Si la Chine double les États-Unis en termes de PIB, est-ce que l'Occident perd le monopole de la puissance, perd le monopole de la richesse? Il ne devient pas impuissant, il ne devient pas pauvre. Le fait que des millions de Brésiliens n'aient plus faim en se couchant, le fait que 700 à 800 millions de Chinois soient sortis du seuil de pauvreté n'est pas forcément un motif d'angoisse pour nous. Tout dépend comment nous traitons avec eux. Et effectivement, si nous continuons à vouloir imposer notre point de vue aux autres, nous aurons des problèmes. Mais si nous considérons que tant qu'on respecte notre point de vue, eh bien, sur les grands défis communs, Covid-19, terrorisme, sécurité globale, changement climatique, ce n'est qu'en travaillant ensemble. Sur un exemple très précis, l'Afghanistan, si les Occidentaux continuent à dire « nous allons régler le problème seuls », leur crédibilité sera un petit peu en jeu quand même. Et même si nous avons des points de vue divergents et contradictoires sur l'Afghanistan avec les Chinois, les Iraniens et les Russes, nous devons travailler avec eux parce que les Occidentaux ne sont pas assez forts, ils l'ont montré, pour régler le problème afghan. Et ça, donc, il faut sortir de cette mentalité parce qu'effectivement, comme pendant 5 siècles, on a dicté aux autres la conduite à tenir, il est très compliqué de se débarrasser de cette habitude qui est ancrée dans les têtes, ancrée dans les mœurs, ancrée dans les réflexes stratégiques. Donc, il est important de voir le monde tel qu'il est et non pas tel que nous l'imaginons ou nous le rêvons. Le monde est désagréable, le monde est complexe, effectivement, mais la métaphore des 193 cabines de navire me paraît très forte. Effectivement, nous devons avoir affaire avec des voisins avec lesquels nous partageons peut-être pas les mêmes goûts, mais en tous les cas, ce n'est pas en voulant de façon brutale leur faire interdire la musique qu'ils écoutent que l'on aura raison. Donc dans ce monde qui est un monde global, seules les solutions multilatérales auxquelles vous avez fait allusion, Monsieur le Premier ministre, peuvent apporter une solution. Je vais citer un auteur qui m'est cher, Léo Ferré. Ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Et effectivement, nous avons voulu, en pensant que nous avons des valeurs supérieures, c'est une illusion qui est rejetée. Ce n'est ni efficace, ni pertinent. Si nous continuons à aller voir les autres en disant « on va vous expliquer ce qu'il faut faire et merci de vous mettre en rang », nous allons être bien sûr rejetés. Et donc ce piège de Thucydide, effectivement, il est d'une part évitable parce que la dissuasion nucléaire conduit un petit peu à se calmer. Effectivement, Taïwan est l'endroit le plus dangereux. Et le pire danger, ça serait de pousser les Taïwanais à demander l'indépendance de façon irresponsable parce qu'ils ont dû se rendre compte qu'il n'est pas certain qu'on vienne les aider, que si on n'est pas capable d'aider l'Afghanistan, il est peu probable contre les talibans. Je ne vois pas comment on irait aider Taïwan contre la Chine. C'est quand même un problème de réalisme. Et donc, il ne faut pas pousser les gens à des excès. Pour l'instant, les Taïwanais, de façon très intelligente, se disent « on a une indépendance de fait ». Qu'est-ce que nous aurions à faire, à demander une indépendance de droit qui pourrait conduire à une conflagration que plus personne ne maîtrisera. Donc, donc, il faut effectivement tenir compte. Lorsqu'on dit « mais non, le sentiment d'humiliation n'existe ni chez les Russes, ni chez les Chinois », mais il faut demander... On dit ça du monde occidental, mais les Russes partagent cela pour les années 90, les Chinois pour le 19e siècle. Et donc, nous devons tenir compte de cette réalité. Parce que, d'une part, c'est une réalité qui existe, mais d'autre part, toute autre solution serait dommageable et ne serait pas pertinente. À partir de là, on peut trouver des points. Effectivement, le grand danger, c'est que, poussée par cela, la Chine est elle-même tentée à son tour par l'hubris. Les voisins de la mer de Chine commencent à le ressentir. Et effectivement, il y a cette tentation de se dire, eh bien, nous avons gagné le combat du Covid-19. La Chine est maintenant le premier partenaire commercial de 128 pays contre une soixantaine pour les États-Unis. Les choses changent. Mais cette grande alliance des démocraties que Biden veut mettre en œuvre, outre le fait effectivement que
quel est le critère? Qui décide de qui est une démocratie, qui ne l'est pas? Mais c'est une voie sans issue. Parce qu'on voit très bien l'intérêt de dire, regardez, il y a l'axe des régimes autoritaires, Russie, Chine, faisons l'axe des démocraties. Mais est-ce que les pays du Proche-Orient nous suivront? Non. Est-ce que les pays asiatiques nous suivront? La Corée du Sud a déjà dit, on ne marche pas dans cette combine-là. Et l'Inde a des doutes. Est-ce que les pays latino-américains, dont une grande partie le Brésil, dont le président Bolsonaro avait un discours anti-chinois très affirmé, eh bien, il est quand même resté au sein des BRICS et il conserve des relations avec la Chine qui représente un tiers de ses investisseurs et un tiers de ses exportations. Donc, si les Américains veulent obliger les pays à choisir entre eux et la Chine, beaucoup de pays ne choisiront pas les États-Unis. Donc, la confrontation n'est pas la solution. Il faut que les Américains acceptent peut-être d'être dépassés économiquement par la Chine, de travailler sur leur infrastructure, de travailler sur leur propre société, de travailler sur les inégalités qui existent chez eux et qui peuvent être effectivement sur lesquelles il y a du travail à faire. Et peut-être là, on aura une société plus paisible. Mais la domination l'hubris conduit à l'impasse, à la confrontation, et celle-ci ne pourra pas permettre de résoudre les grands challenges auxquels l'humanité est confrontée. Merci, Pascal. Enfin, tout ceci est très important. Est-ce que les États-Unis sont capables de bouger? J'avais eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'interroger Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux affaires internationales pour Joe Biden. Il est membre de Leader pour la paix. Et il me disait, mais de toute façon, le dossier chinois est devenu un dossier de politique intérieure. C'est le sujet sur lequel démocrates et républicains sont ensemble. Et donc, c'est un sujet, ça rejoint ce que disait Kishore tout à l'heure. Est-ce que les États-Unis peuvent bouger parce que la politique intérieure sur ce sujet? Est-ce que la Chine peut aussi bouger parce qu'elle a aussi sa problématique de politique intérieure? Monsieur le Premier ministre, on a cité tout à l'heure Kissinger. Kissinger disait de toute façon que ce n'était pas une bonne chose de faire en sorte qu'on crée nous-mêmes par nos réactions une alliance russe-Chine. Et au fond, est-ce qu'on n'est pas dans cette situation où on est en train de créer un tandem là, qui est un tandem extraordinairement puissant? La première économie du monde, aujourd'hui en parité de pouvoir d'achat, la Chine, et la deuxième armée du monde, la Russie. On est quand même dans une situation où on se crée nous-mêmes par tout ça une tension redoutable. Et au fond, les États-Unis, que ce soit par stratégie ou par tactique, au fond, de se dire qu'on a deux forces là qui peuvent être des forces compliquées, on n'a pas intérêt à ce qu'elles soient alignées toutes les deux sur la même logique. Je me disais en nous écoutant que ce qui ne me paraissait pas totalement acquis avant que nous commencions à parler, tous les trois, que nous étions pas très loin du miracle de Poitiers. Peut-être pas encore exactement, mais pas très loin. Parce qu'en fait, on est d'accord. Je crois. Enfin, si j'ai bien tout compris. Je crois qu'on est assez d'accord. Alors c'est bien, c'est très réjouissant, mais vraiment c'est très réjouissant. Il faut toujours se réjouir des accords. La deuxième chose que je me suis dit en nous écoutant, en nous constatant tous d'accord, après ce miracle de Poitiers, j'ai repensé à ce que disait Napoléon, on a l'histoire de sa géographie. Et il n'est pas absolument impossible qu'on ait nous trois, nous quatre, parce que je crois que tu es d'accord avec nous aussi, la pensée de notre géographie. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile pour nous. En fait, nous pensons là où nous sommes. C'est plus facile pour nous de penser ce que nous pensons parce que nous sommes, au fond, assez loin. Et l'Europe s'envisage encore assez loin de la Chine. Évidemment très liée et très impressionnée par, mais assez loin. Et donc cette position non pas de l'intermédiaire, mais du tiers de confiance, pour le dire de façon plus... est une position qui nous convient bien géographiquement, qui nous convient bien intellectuellement, qui sert nos intérêts. Je suis quand même frappé quand je me promenais, parce qu'en ce moment on se promène assez peu, il faut bien reconnaître, quand je me promenais par ceux qui pensent plus près de la Chine. C'est plus dur quand même un petit peu, faut reconnaître. D'ailleurs ceux qui pensent plus près des États-Unis, c'est pareil. Quand vous parlez au gouvernement vietnamien, le gouvernement vietnamien, il sait qu'il a un voisin puissant. Et que le voisin puissant ne va pas déménager. Donc il est à la fois extrêmement inquiet de ce qui se passe en mer de l'Est, comme on dit au Vietnam. Parce qu'on ne dit pas mer de Chine au Vietnam. On dit que c'est la mer de l'Est. C'est les Chinois qui disent la mer de Chine. Faire attention à ce qu'on dit quand on est au Vietnam.
Quand ils vous parlent de la mer de l'Est, ils ne sont pas très pro-chinois quand même. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire sans la Chine, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire dans la confrontation avec la Chine. Donc ils inventent une relation compliquée, hein, très compliquée. Et c'est vrai pour les Chinois, c'est vrai pour bien d'autres, pour les Vietnamiens, c'est vrai pour bien d'autres, faite à la fois de réalisme, de partenariat économique, en tout cas d'échanges économiques, mais quand même d'une forme de recherche d'intervenants et d'alliés extérieurs, pas d'alliés au sens militaire, mais de contrepoids, de soutien ailleurs, qui montre que c'est plus facile pour nous de dire que ça peut bien se passer si les gars ils travaillent ensemble que pour ceux qui sont juste à côté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis alors une dernière chose, mais je crois qu'on est en accord hein, là-dessus. Et puis une dernière chose sur la Russie et la Chine, pour répondre à Jean-Pierre, parce que sinon il va m'engueuler, je ne réponds pas à ces questions. Pour faire part à cette assemblée, je peux le faire maintenant, d'une expérience que nous avons vécue ensemble, Madame l'ambassadrice, puisqu'à l'époque Sylvie était ambassadeur à Moscou. J'ai eu la chance d'accueillir Dimitri Medvedev, qui à l'époque était Premier ministre, et parce que je voulais bien le recevoir, je l'ai accueilli au Havre. Et il en était touché parce qu'il avait rapidement compris que c'était la plus belle ville de France. Et après, peut-être au moins autant que Chasseneuil, mais enfin, dans les mêmes proportions. Et donc, il vient et nous nous découvrons. Évidemment, il y a une séquence diplomatique classique, un entretien, une conférence de presse. Bon. Et puis, le soir, je décide de l'emmener dans un excellent restaurant havrais pour lui faire goûter la cuisine française et les vins français, qu'il apprécie. Et nous avons une très longue discussion. Et nous parlons de la Chine. Sans, je dois dire, les ambassadeurs de Russie et de France, puisque nous choisissons d'avoir un tête-à-tête. Je ne veux pas dévoiler tout le tête-à-tête, mais évidemment, la question du lien entre la Russie et la Chine vient sur le tapis. De la Chine en général, et de la relation entre la Russie et la Chine vient sur le tapis. Et, sans caricaturer, mais pour aller vite, que me dit Medvedev, et au fond, que dit la Russie? Elle dit que la Chine n'est pas une amie, qu'elle n'est pas une alliée naturelle, et qu'elle sera probablement un jour dangereuse. Mais que, aujourd'hui, et pour assez longtemps, au moins les Russes la comprennent. Là où ils ne nous comprennent plus. On parlait tout à l'heure de l'importance des relations, de l'intelligence, du tissage, de la compréhension des autres. Je trouve qu'il y a là une explication fascinante. Les Russes disent, on sait très bien ce qu'ils veulent, on voit très très bien comment ils font, et on comprend très bien, et on préfère comprendre, avoir un interlocuteur qu'on comprend, que des interlocuteurs qu'on ne comprend pas, qui donc d'une certaine façon nous menacent, le tout avec un fond là aussi d'humiliation et de ressentiment qui est évidemment très puissant. Donc je crois que nous n'avons rien à gagner à ne pas être compris par la Russie. Merci beaucoup. Ce qui, en d'autres termes, veut aussi dire que, grosso modo, nous sommes un petit peu acteurs de la proximité aujourd'hui entre la Russie et la Chine. Merci beaucoup à Pascal Boniface et à Sylvie Berman de leur participation à nos échanges.